Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, je vous apprends rien, mais la célébrité c'est souvent un statut qu'on obtient après beaucoup de travail et donc énormément de temps. Mais certaines personnes ont dès leur enfance un talent exceptionnel qui les propulse sous les feux des projecteurs très tôt dans leur vie. Mozart par exemple, il maîtrisait le piano et le violon à 5 ans, à 8 il a composé sa première symphonie et il devient connu. Donc quelque part, oui, le concept d'enfant star, ça existe depuis très longtemps. Michael Jackson, Billie Eilish, Britney, Timberlake, Vanessa Paradis, on ne manque pas d'exemples. Parfois c'est la chance, ou bien une opportunité qui permet à certains enfants de devenir célèbres, et moi j'ai voulu comprendre un peu ce phénomène des enfants stars. Et dans notre génération, l'un des exemples les plus parlants, c'est assurément Justin Bieber. Célèbre à 13 ans, idole de toute une génération, mais aussi carrément détesté par une bonne partie de la planète, Justin Bieber est un témoin précieux des dérives auxquelles on fait face si l'on devient célèbre trop jeune. What do you mean? Avant que cette vidéo ne commence, sachez qu'elle est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, c'est un service qui a pour mission d'améliorer ton expérience et ta sécurité sur Internet. Alors la base du fonctionnement d'un VPN, c'est tout simplement le chiffrement des données. Ta position est masquée, tes données de navigation sont chiffrées, et ça renforce ta confidentialité sur Internet. Tu peux utiliser un VPN pour changer d'emplacement virtuellement. Par exemple, le catalogue Netflix ou Disney+ ont des contenus exclusifs en dehors de la France, ou bien à l'inverse, si tu es en voyage, certaines chaînes télé de France ou de Belgique ne fonctionnent que depuis la France ou la Belgique. Je donne ça peut servir. Tu peux te connecter jusqu'à 10 appareils en simultané avec un seul compte. Et avec NordVPN, il y a aussi une protection anti-menace. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette protection? Elle bloque les sites malveillants et elle te prévient s'il y a le moindre truc louche à l'horizon sur le site. NordVPN bloque aussi les publicités qui pop un petit peu de partout et qui nous font chier quand on surfe sur la toile en fait. On peut préciser aussi que ça vous protège des trackers web qui récoltent vos données de navigation. Disons par exemple que tu recherches sur Google les résultats d'un match de foot, et après t'as des pubs de crampons ou de protège tibia. Bon, ça m'arrive tout le temps, ça rend fou. Et bien voilà, NordVPN peut vous protéger des pubs ciblées si jamais. On a une offre exceptionnelle pour vous aurez 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. C'est satisfait ou remboursé les 30 premiers jours, donc n'hésitez pas à essayer si jamais ça vous tente, et je le répète, cette offre est uniquement valable en passant par le lien en description. Merci à tous, merci à eux pour la confiance, et je vous souhaite une très bonne vidéo. Justin Drew Bieber naît le 1er mars 1994 à London. Ouais, alors non, moi aussi ça m'a fait bizarre. La ville s'appelle Londres en anglais, mais il est bel et bien né au Canada, dans la province de l'Ontario. Peu de temps après sa naissance, ses parents, Jeremy Bieber et Patty Mallette, se séparent. Sa mère se retrouve donc à élever Justin toute seule, et elle enchaîne les tafs administratifs qui sont plutôt mal payés, mais avec l'aide de ses parents, elle s'en sort. Et même si la famille n'a pas beaucoup d'argent, Justin passe une enfance plutôt heureuse. Beaucoup de sport, alors forcément le mec fait du hockey, il est canadien quand même, et aussi de la musique. Il apprend tout seul plusieurs instruments comme le piano, la batterie et la trompette. Et c'est tout naturellement qu'il se met à chanter. Cette vidéo elle date de 2007. Justin a 12 ans et il y interprète So Sick de Ne-Yo à l'occasion d'un concours de chant local. Lors de cette compétition, il va terminer à la 2e place et sa mère a tout filmé et elle va mettre ça sur internet, sur YouTube, pour les membres de la famille qui n'ont pas pu être présents à l'événement. Histoire très classique d'une maman qui accompagne son fils, voilà. Et courant 2007, elle continue de suivre son fils et d'uploader des vidéos sur sa chaîne YouTube. On le voit notamment jouer dans la rue avec sa guitare où il remporte un certain succès. Et bon, il faut dire que pour son âge, il se débrouille très bien et ça n'a pas échappé à un certain Scooter Braun. Scooter Braun, pour la faire simple, c'est un détecteur de talent. En 2008, en fouillant YouTube, il tombe sur une de ses vidéos qu'a upload sa maman, et il sent que ce gosse a un vrai potentiel. Il fait des recherches, il trouve l'école de Justin, et il appelle en suppliant qu'on lui donne le numéro de sa maman. Oui, avec du recul c'est bizarre, même flippant. N'empêche qu'il arrive à ses fins, il arrive même à convaincre sa mère de venir à Atlanta avec son fils, pour qu'il enregistre une démo, et à partir de là, tout va s'enchaîner. Dans le studio d'enregistrement, Justin tombe totalement au hasard sur Usher. Usher est donc là, il écoute Justin chanter, et très vite, il est convaincu qu'il a un énorme potentiel. Usher et Scooter Braun vont alors créer un label juste pour lui, et c'est d'ailleurs encore le label de Justin Bieber aujourd'hui, un label dans lequel il est tout seul.
Au même moment, Justin commence à se faire un public sur YouTube, où ses vidéos attirent de plus en plus de personnes. Scooter réalise que cette plateforme, encore récente à l'époque, pourrait être essentielle pour sa réussite, et donc il encourage alors Justin à continuer de poster des vidéos. Dites-vous qu'à cette période, Bieber pouvait déjà avoir des clips un peu mieux produits, un meilleur matos, du meilleur son, etc. Et à l'inverse, Scooter, il veut conserver ce côté un peu authentique des vidéos filmées au caméscope, parce que ça c'est touchant quoi. Et là vous me dites pourquoi? Eh bien de sorte à créer un lien avec ses fans et de leur donner l'impression de découvrir un contenu brut et donc de s'approprier plus facilement l'artiste et la découverte. C'est du marketing quoi, mais ça marche. On arrive en juillet 2009, date très importante dans la jeune histoire de Justin, car c'est à ce moment-là qu'il sort One Time. C'est à ce moment-là que le monde découvre réellement le jeune artiste. Certes, il avait déjà pas mal d'abonnés sur YouTube, mais il y publiait surtout des reprises. Alors que One Time, c'est son premier single, on va dire sa première création originale. Le single a tous les ingrédients pour réussir, c'est pop, c'est frais, avec juste ce qu'il faut de R&B, le clip il est mignon, etc. Tout est ok, le ciblage est méga large. Résultat, la chanson devient rapidement certifiée platine au Canada et aux États-Unis. Et en novembre, Justin Bieber va sortir son premier EP qui s'appelle My World, composé de 7 titres. Son début de carrière se passe bien. Il va enchaîner les plateaux télé pour faire la promotion de son projet, et Justin est hyper à l'aise en public, et surtout face aux caméras. Il termine même l'année 2009 en se produisant devant Barack Obama, lors d'un gala de Noël. En 2007, Justin donnait des concerts dans la rue et dans des salles des fêtes avec sa maman, et à peine 2 ans plus tard, il a déjà signé avec Usher, il cartonne, et il chante devant le président des États-Unis. Tout ça à l'âge de 15 ans. Ça va plutôt vite, et maintenant qu'il en est là, tout va s'accélérer pour lui. Mars 2010, Justin sort enfin son premier album studio, My World 2.0. De ses premiers singles, les paroles mettent en avant des thèmes plutôt légers et romantiques qui sont chantés sur des airs de pop aux accents R&B on va dire. Et c'est un énorme succès commercial, top 1 direct au Billboard 200 américain avec plus de 280 000 copies vendues en une semaine. Quand il débarque pour sa première tournée en juin 2010, Justin Bieber est officiellement une star. Et même plus que ça, parce que là où ça devient intéressant, c'est qu'il est déjà presque plus qu'une star. Que ce soit en concert ou dans la rue, il est constamment assailli par ses fans qui sont appelés les Beliebers. Mais c'est surtout en ligne que sa cote de popularité est plus impressionnante. Dites-vous que cette année-là, il est officiellement la personnalité la plus googlisée au monde. C'est simple, Internet n'a jamais connu un phénomène de cette ampleur, et en plus c'est l'un des premiers artistes à avoir vraiment grandi avec les réseaux sociaux. Et donc avec la sortie de My World 2.0, il dépasse les 24 millions de followers sur Twitter, ce qui est une anomalie pour l'époque. Alors pourquoi est-ce qu'il a un tel succès? C'est peut-être injuste pour lui, mais il était aussi vu comme trop parfait. Genre il avait tout pour lui et il cochait tous les critères de l'époque pour être un phénomène. Il a le talent, c'est indéniable, sa musique est accessible au grand public, il est jeune donc avec une carrière prometteuse, marketingement il coche aussi tous les critères de beauté de l'époque, il est à l'aise avec la célébrité, il est proche de ses fans, il est entouré des meilleurs, businessment, musicalement. Tous ces éléments font de lui très rapidement une icône pour toute une génération parce qu'il est le fruit de son époque à tous les niveaux. Et au-delà du fait qu'au début des années 2010, c'est totalement impossible d'échapper à ses chansons, il a aussi une influence culturelle qui est vraiment énorme, jusqu'à donner un nom à une coupe de cheveux. Ça compte. On va pas déterrer le passé, mais vous voyez très bien de quoi je parle, et surtout à quel point tout le monde avait cette coupe. À cette période, c'est vraiment la belle vie pour Justin,
Mais vous me voyez venir, être une pop star c'est bien, mais ça comporte aussi d'autres aspects. Bon, je sais qu'on l'a déjà écouté, mais il est important de revenir sur ce son. En juillet 2010, ce clip atteint 246 millions de vues sur YouTube, ce qui en fait la vidéo la plus regardée de l'histoire de la plateforme à cette époque. Mais Baby va surtout battre un autre record, celui de la vidéo la plus dislikée de tous les temps. Alors, je comprends qu'on puisse ne pas aimer la chanson, mais on est en droit de se demander pourquoi celle-là ? On parle de plus d'1 million de pouces rouges. Pour comparer avec le YouTube français de cette période, le seul clip à avoir atteint le million de vues, c'était Fout à cagoule de Fatal Bazooka, et aucune chaîne YouTube française n'avait atteint le million d'abonnés, pour se remettre en perspective. Aujourd'hui, en 2025, c'est encore la 4e vidéo la plus dislikée de tous les temps. Et oh, il y a Drake. Pour comprendre la raison de tout ça, je pense qu'il faut comprendre que Baby était bien plus qu'une simple chanson, c'était aussi un symbole. Les gens ne mettent pas un pouce rouge à cause de la chanson, mais c'est à cause de Justin lui-même. C'est le début d'un phénomène qui apparaît presque en même temps que sa carrière, le Bieber bashing, autrement dit le fait de détester Justin Bieber. Alors, ça va prendre plusieurs formes, critiquer son look, son physique, sa voix, sa manière de parler, sa musique, ses clips, tout. Et parmi le pire de ce qui pouvait se faire, certains d'entre eux étaient assez débiles pour se filmer en critiquant Justin Bieber. Bon, par pitié, je passe le refrain, hein, désolé. J'espère que vous comprendrez que... Aïe! C'est bébé Seb. Dites-vous qu'à cette époque, c'est là où moi je commence à faire des analyses sur YouTube, et j'ai commencé avec Baby de Justin Bieber. Et c'est intéressant d'analyser avec du recul les raisons. Alors certes, j'étais jeune, j'avais pas mué, mais à cette époque, j'ai vraiment fait ça parce que c'était le clip le plus vu, et que je me suis dit moi aussi je veux des vues, et j'ai suivi un mouvement un peu comme un mouton. Et vous savez quoi ? C'est assez révélateur. Je trouve que c'est assez parlant, et que le moi enfant, en agissant comme ça, incarne certainement l'état d'esprit de beaucoup de gens à cette époque. Justin, toujours enfant je le rappelle, a été énormément parodié. Comme pas mal de célébrités, il a eu droit à son personnage dans South Park, sur internet il est mis en scène dans tout un tas de situations, parfois c'est juste ridicule et pas trop méchant, et parfois par contre ça donne des trucs un peu comme ça. Il a eu un rôle dans la série Les Experts, et il y a vraiment une scène où son personnage se fait tuer, et ça, vous vous en doutez, ça a été viral, et ça a pas aidé. Là où ça devient chaud, c'est que Justin Bieber est aussi la cible d'innombrables commentaires haineux et qu'il reçoit régulièrement des menaces de mort. Certains groupes sur internet coordonnent carrément des actions anti-Bieber, comme le hashtag #BoldForBieber. Pour vous donner un peu de contexte, en 2012, le forum 4chan a falsifié de nombreux tweets pour faire croire que le chanteur était atteint d'une leucémie. Le groupe était allé jusqu'à encourager ses fans à se raser la tête pour montrer leur soutien. Il y avait même de fausses analyses sanguines qui tournaient, etc. Ils ont vraiment poussé le truc. Mais la chose qu'on oublie un peu trop facilement, c'est que la cible de tout ça, c'est un ado de 16 ans. Et à l'époque, je me souviens vaguement que détester Justin Bieber, c'était presque cool, comme un truc à la mode, et du coup, pour pas te faire bully en retour, bêtement, tu suis cette mode, et il y a un effet de groupe, tu vois. Mais aujourd'hui, je me demande comment on arrive à un tel degré de haine envers un être humain, et qu'est-ce qui déplaît à autant de gens chez Justin Bieber ? Et on peut imaginer plusieurs explications. D'abord, le mec est tellement célèbre que la planète entière sait qui il est. Donc il va forcément être clivant pour certains, et même si ce n'est qu'un petit pourcentage, ça représente quand même un énorme volume de personnes. Surtout qu'à ce stade de sa carrière, Justin Bieber est encore très jeune, et honnêtement, il fait pas de vagues. Ses chansons sont lisses, ses clips sont Peggy 7, sa coupe de cheveux est parfaite, bref, c'est juste l'enfant que tes parents rêvent d'avoir à ta place. Après, il y a l'argument musical. Beaucoup pensent que ces chansons sont uniquement produites dans un but commercial, sans réelle plus-value artistique, et que lui-même n'est qu'un produit façonné pour plaire à un public préadolescent. Et puis, quand t'as du succès grand public, on entend ta musique tout le temps, partout. Tu ne peux pas échapper à sa réussite, et ça peut en énerver certains, c'est un pattern très connu. Pour des gens, détester Justin Bieber, est-ce que c'était pas aussi un moyen de se distinguer d'un groupe ? Est-ce que certains le détestaient pas pour ce qu'il représente ? Ou alors est-ce qu'ils aimaient juste pas sa musique ? Alors c'est sûrement un mélange de tout ça. Il y a un peu de snobisme, comme par exemple un mec qui fait du jazz qui mépriserait le rap, ou bien un mec qui aime la musique pop et qui va dire que la musique classique c'est pour les bourges. C'est débile. Les humains, on a tendance trop souvent à essayer de se définir en s'opposant à quelque chose. Alors que, tout a le mérite d'exister selon moi, et des avis catastrophiques sur les artistes, ça cache souvent des choses. Du mépris de classe par exemple, certaines personnes vont rejeter le rap pour des raisons superficielles, mais au fond ça cache souvent des préjugés qui sont liés à l'origine sociale, culturelle, de genre musical, tu vois.
On connaît tous quelqu'un qui peut considérer le classique ou le rock comme « oui, ça c'est de la vraie musique ». On pourrait parler aussi de ceux qui vont mépriser l'électro sous prétexte que ce style n'utilise pas de vrais instruments. Et ce genre de raisonnement, ça cache souvent une vision pseudo-élitiste ou bien un mépris de classe plutôt qu'un véritable argument musical. Et ça peut paraître débile ce que je dis, mais ça existe partout. Vous avez juste à ouvrir Twitter. Voilà. Revenons-en à notre sujet, car détester Justin Bieber, c'est aussi et surtout détester ses fans. Car les fans de Bieber, ou du moins celles et ceux qu'on aperçoit dans les concerts, les sessions d'autographes, les commentaires YouTube, c'est un peu des stans, c'est-à-dire des fans passionnés, voire obsédés par l'artiste, mais aussi par sa vie. Ils s'organisent en communauté, ils ont quasi un nom officiel, les Beliebers, et c'est vrai que ça peut paraître un peu flippant d'être aussi à fond sur un artiste, et c'est ça qui est clivant. Plus ces fans sont nombreux et engagés, plus il y aura de haters en réaction pour les détester et donc détester l'artiste. Et c'est pas nouveau, c'était pareil avec Elvis Presley, avec les Beatles, avec la plupart des boys bands, et aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe avec certains groupes de K-pop. Donc, rien de nouveau. Et enfin, il y a une autre théorie derrière tout ça, c'est que ça serait aussi une réaction misogyne. Je m'explique. Le personnage de Justin Bieber a pratiquement entièrement été façonné pour plaire à un public majoritairement féminin. C'est ce que l'industrie attendait de lui. Et logiquement, la fanbase du jeune chanteur est en grande partie composée de jeunes filles. On a tous et toutes en tête les images de ses concerts avec ses fans. Et bah ces fans en particulier étaient vraiment mal vus par une partie de la population, souvent masculine. C'est des stats. C'est ce qu'explique la journaliste Alicia Johnson dans un article. Que la société considère souvent ses fans comme des obsédés, des hystériques, alors qu'en parallèle, les médias nourrissent à fond ce truc-là et font tout pour montrer à tout prix des images d'elle quand il faut traiter le sujet. Je la cite, « Quand une fille est fan de quelqu'un, on dit qu'elle est folle, et quand c'est un garçon, on dit qu'il est passionné. » Le Justin Bieber des premières années a tout de suite été associé à cette image de chanteur pour filles, mais je pense qu'une partie de la haine qu'il a reçue pourrait venir aussi des gens qui détestaient ses fans, et en particulier ses fans féminines, pour les raisons qu'on a citées. Et pensez-y encore aujourd'hui, c'est un truc enfoui pour pas mal de haters, mais ça existait il y a plus de 60 ans déjà, et c'est dur de pas y voir le même pattern que ceux qui vont détester la K-pop aujourd'hui par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est un débat ouvert, mais c'est intéressant. Bon, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, on pourra en reparler, je vous propose de continuer sur la vie de Bieber, car elle est loin de devenir tranquille, on va dire que c'est qu'une étape. En marge de Baby et de ses millions de dislikes, la carrière de Bieber continue. En novembre 2011, il sort son deuxième album studio, Under the Mistletoe, ce qui signifie en français « Sous le hou ». Et du coup, vous l'aurez compris, c'est un album de Noël. Le disque est un succès commercial et intègre directement le top 1 du classement Billboard. Quelques mois plus tard, en mars 2012, il enchaîne avec un nouveau disque, Believe. Bélier, croire en nos rêves. Justin vient tout juste d'avoir 18 ans, mais sa voix a déjà beaucoup évolué depuis Baby. Musicalement, on est toujours sur une sonorité très pop R&B, mais on s'éloigne des instrus édulcorés de My World. Niveau texte, ça bouge aussi. On dit adieu aux soirées bowling, aux verres de grenadine et à l'ambiance d'histoire ado en colo, on passe à des thèmes et à une imagerie beaucoup plus crue, avec des références carrément explicites à la drogue ou à la sexualité. Mais encore plus que sa voix ou ses textes, c'est Justin lui-même qui a changé. Maintenant, il a des boucles d'oreilles, des tatouages, et il pousse un peu à la salle. L'enfant des premiers singles a disparu pour laisser place à un jeune adulte. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Justin a aussi une petite amie, Selena Gomez. Selena est actrice et chanteuse, et comme Justin Bieber, elle a commencé à travailler très jeune dans son milieu. Alors, petite anecdote, vous vous souvenez de Scooter Braun, le manager de Bieber? Eh bien, c'est aussi lui qui a mis en relation Justin et Selena. Comment? Eh bien, il a appelé la mère de Selena, qui était sa manageuse, pour lui proposer un rendez-vous avec Justin. Bon, en vrai, dans ce milieu, c'est des pratiques qui sont assez courantes. Ta vie, ton monde, ton taf, c'est d'être célèbre. Donc forcément, tes potes, c'est d'autres célébrités, et si tu veux les contacter au début, eh bah, tu passes par leur agent. Sauf que son agent, c'était sa mère, quoi. Mais ça fonctionne. Justin et Selena se rapprochent et officialisent leur relation en 2011. Le couple plaît beaucoup aux médias et aux fans, et il leur donne le surnom de Jelena.
En septembre 2011, Justin privatise un stade entier pour sa copine avec au programme dîner aux chandelles et un petit visionnage de Titanic. Et juste après, il va tweeter « Romance isn't dead ». Perso, quand j'avais 18 ans, mes dates... On faisait pas de date, nous, en fait. Bieber emprunte un style un peu plus rap, lunettes noires, chaîne en or, casquette à l'envers, et j'ai envie de vous dire, c'est normal. Justin Bieber a toujours eu des affinités avec le rap, le R&B, et puis le mec grandit quoi. Il change, il s'affirme, et même d'un point de vue marketing, son image ne peut pas rester éternellement celle d'un gamin de 15 ans qui est tout propre sur lui. Cette même période marque aussi la première séparation avec Selena Gomez. Entre-temps, Justin fréquente un certain nombre de petits amis et vous vous en doutez, sa vie amoureuse est scrupuleusement documentée par tous les médias, c'est un enfer. Et j'aimerais bien m'arrêter 2 secondes sur ça. On l'a vu, Justin Bieber à ce moment-là, c'est un des mecs les plus googlisés au monde. Dites-vous que Bieber avait tellement d'influence à cette époque que Instagram, c'est un peu grâce à lui, parce qu'il était à l'origine du premier gros mouvement massif d'utilisateurs sur l'application, selon son fondateur. Il est filmé en permanence, dans la rue, au restaurant, partout où il va, il est suivi par des paparazzis. Sa vie privée est donc inexistante, et le pire c'est que chacune des personnes qu'il va fréquenter va subir la même chose que lui. Si on prend par exemple sa relation avec Selena Gomez, une partie des fans de Bieber se sont mis à la détester par jalousie. Sauf qu'en plus, une partie des haters de Bieber se sont aussi mis à la détester parce que, justement, elle était proche de lui. Quand Bieber aura une nouvelle copine en 2018, ce sera exactement la même chose avec en plus les fans de Selena, qui vont se mettre eux aussi à leur tour à détester Hailey Baldwin, et ainsi de suite. C'est comme si le fait de fréquenter Justin Bieber, c'était une sorte de gangrène qui propage à chaque fois une vague de harcèlement et de haine. Mais quel effet ça peut faire tout ça quand tu as 16, 17, 18 ans? Attention, je dis pas que quand t'as 30 ou 40 ans, ça doit être super cool d'être stocké en permanence, mais quand tu es si jeune et que t'es en train de te construire, t'as encore plus besoin d'avoir une vie privée, une vie amoureuse, un peu plus secrète. Mais non, impossible quand tu es l'un des artistes les plus médiatiques de la planète. Plus récemment, ça a été la même chose avec Billie Eilish. Alors, c'est difficile à dire si c'est à cause de cette intrusion permanente dans sa vie privée ou d'autres choses, mais en 2013, Justin Bieber va commencer à déraper. Bon, au début, niveau dérapage, c'est des trucs un peu anecdotiques. Par exemple, à Londres, il est aperçu sur des photos portant un masque à gaz. Pourquoi pas, bon. En mars 2013, il abandonne son singe de compagnie à un aéroport en Allemagne parce qu'il ne s'est pas occupé des papiers administratifs. C'est déjà plus problématique comme move. En juillet de cette même année, il est filmé en train d'uriner dans un seau à serpillière, puis il crie « Tiens, c'est cadeau Bill, ça régale. » Bon, alors si ça se limitait à ces 2-3 dérapages, ce serait ok. Alors je dis pas que c'est normal ou acceptable de faire pipi dans un seau en public, mais on pourrait se dire que les gars, c'est encore un ado, il est filmé en permanence, du coup il peut rien faire sans que toute la planète soit au courant, donc on lui accorderait presque le bénéfice du doute, tu vois. Sauf qu'entre 2013 et 2014, des sorties de route, il n'y en a pas que 3. En fait, elles sont juste innombrables. Excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, tac dans la rue, une fâcheuse tendance à se balader torse nu dans les lieux publics. En novembre 2014, Bieber doit même payer une amende pour avoir balancé des œufs sur la maison de son voisin. Hey, you asshole! I got another one for you. Alors, Justin essaie tant bien que mal de s'excuser sur les réseaux sociaux. En 2013, il envoie même un tweet à l'ancien président Bill Clinton, qui finit par lui pardonner. Mais avec un nouveau dérapage chaque semaine ou presque, ses excuses deviennent de moins en moins crédibles. À force de multiplier les bourdes, Justin finit immanquablement par se faire arrêter par la police début 2014. Le jeune chanteur est au volant de sa Lamborghini et il fait la course au calme avec un de ses potes dans les rues de Miami. Quand la police l'arrête, il résiste, puis insulte les policiers. Plus tard, les contrôles révéleront qu'il était sous emprise de l'alcool, du cannabis et de plusieurs anxiolytiques. Ah oui, et aussi du fait qu'il a pas son permis en fait. Comment ça ? Justin ne rentre qu'une petite heure en garde à vue, mais ça a donné les mugshots les plus célèbres des années 2010. Bon, alors à moins d'être fan hardcore de Justin Bieber, mais je sais quand même que vous êtes nombreux, nombreuses, donc tout est possible, c'est souvent ces images qu'on retient de lui aujourd'hui. Sa période, sale gosse, entre guillemets. Avant, quand il était encore un ado modèle, on comprenait pas vraiment pourquoi il avait autant de haters. Mais en 2014, c'est carrément devenu difficile d'apprécier Justin Bieber, tant son image publique s'est tout simplement cassé la gueule. En mars 2014, le magazine Rolling Stone lui consacre même une couverture avec cette seule inscription « Bad Boy ». Niveau musique, ces années sont pas non plus folles pour Bieber. Alors bon, attention, c'est pas non plus des années creuses non plus. Il est en pleine tournée mondiale suite à son album Believe, il fait des feats à droite à gauche et il va même sortir une compile, Journals. Mais les sons qu'il produit à cette époque ne rencontrent pas autant de succès que les précédents, et surtout, pas de 4e album en vue.
Dans une interview accordée à une radio de Los Angeles, il annonce même vouloir arrêter la musique pour se consacrer au golf. I'm quitting music. You just quitting music. Are you getting into acting? So Quitting everything. The industry. you quitting the business. I'm quitting. I'm gonna go golf. You're gonna go golf. Do you think you could So- live a normal life? Hell nah. No, I'm just messing around, man. Oh, we don't. Et plusieurs interviews de ce type vont susciter des interrogations chez ses fans. Certains supposant qu'il est de plus en plus fréquemment dans un état étrange, et on apprendra un peu plus tard qu'à cette période, la majorité de ses apparitions dans les médias se faisait quand il était sous l'emprise de drogue ou bien de médicaments. Il multiplie les pétages de plomb, sa carrière en pâtit. On a le droit de se dire, comment est-ce qu'il en est arrivé là? Et là, on en vient au sujet principal, est-ce que Bieber n'est pas devenu simplement célèbre, trop jeune? Alors, si on y pense, la majorité des enfants stars ont une trajectoire de carrière assez similaire. Ils sont repérés très jeunes pour leur talent artistique, ils connaissent une ascension fulgurante en devenant des stars planétaires, et puis une fois adultes, leur carrière stagne, ils sombrent dans la drogue et ils pètent totalement un câble. En soi, pour l'instant, ça colle pas mal avec l'histoire de Bieber à ce stade. Un autre exemple qui nous vient en tête, c'est Britney Spears. Britney, c'est un peu la Justin Bieber de la fin des années 90. Après être devenue populaire à l'âge de 11 ans, avec Disney, elle lance sa carrière de chanteuse à 17, avec le titre Baby One More Time, et devient une véritable star de la pop. Mais durant les années 2000, très rapidement, Britney va collectionner des dérapages, et son image publique en pâtit lourdement. Quelques années plus tard, en 2007, elle fait une dépression nerveuse, elle perd la garde de ses enfants, et est placée sous tutelle de son père, alors qu'elle n'a que 25 ans. Bon, c'est le résumé ultra rapide, mais j'ai sorti une vidéo sur Britney Spears, si jamais son histoire vous intéresse, n'hésitez pas. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est une dégringolade, une sorte de descente aux enfers, après un début de carrière qui a fonctionné beaucoup chez quelqu'un de très jeune. Si on regarde du côté des acteurs, on retrouve des schémas similaires, comme par exemple le plus connu, je pense, à Macaulay Culkin. Après un début de carrière de fou, il a complètement stoppé le métier d'acteur à l'âge de 14 ans. Ensuite, il a été arrêté en possession de drogue, victime de rumeurs en tout genre, héroïne, crack, il avait plus que 6 mois à vivre, etc. Mais il n'a jamais eu de problème d'addiction ou quoi. Et les médias ont eu le mauvais rôle, ils cherchent juste des dramas et c'est pas nouveau. Mais parce qu'un enfant star, c'est plus vendeur. T'as sûrement envie de le voir grandir et évoluer plus qu'un adulte ou une personne âgée. Donc t'es plus facilement impliqué émotionnellement dans sa réussite ou bien dans ses échecs. Et il est là le vice. Parce que certes, les médias peuvent avoir un rôle destructeur dans des carrières d'enfants, mais il arrive que cela ne soit pas que de la rumeur. Drew Barrymore, après avoir tourné dans une publicité à l'âge de 11 ans, oui, Drew a incarné le rôle de Gertie, la petite fille dans E.T. Elle a alors 6 ans, et on le sait, le film devient rapidement un succès dans le monde entier. Mais par la suite, sa vie est juste devenue un cauchemar. Dès l'âge de 8 ans, elle fréquente des boîtes de nuit, et elle commence à consommer de la cocaïne. De la cocaïne à 8 ans. La petite fille de E.T. À 13 ans, elle fait sa première cure de désintox, et à 14, elle tente de mettre fin à ses jours. Voilà. Et ça, c'est pas de la rumeur. Ça se manifeste pas toujours exactement de la même manière, mais on retrouve toujours le même schéma chez les enfants stars. Un début de carrière réussi, puis des problèmes avec la famille, avec la drogue, l'alcool, la dépression, et c'est pas un secret, et c'est pas non plus un phénomène récent. Du coup, pourquoi ? Pourquoi ce schéma semble-t-il se répéter à chaque fois chez les jeunes célébrités? Et pour répondre à cette question, on s'est beaucoup intéressé aux travaux d'Alyson Stoner. Alyson a elle-même été une enfant star. Alors oui, elle est moins connue qu'un Justin Bieber ou une Britney Spears, mais elle a joué plusieurs rôles dans des séries Disney et dans plusieurs films. Mais ce qui nous intéresse ici, nous, c'est son podcast, Dear Hollywood. À travers son expérience personnelle et après avoir mené une série d'entretiens avec d'autres célébrités, elle a créé une émission pour parler du phénomène de l'enfant star, pour comprendre ce qui cloche, dénoncer les problèmes du système et aussi imaginer des solutions. Et selon elle, il y a plusieurs causes à cette souffrance. D'abord, il y a la notion d'autonomie. Quand tu es célèbre, on s'occupe de toi en permanence. Et logiquement, ça n'aide pas du tout à devenir autonome. Quand on est enfant, on a besoin de faire des erreurs pour apprendre et grandir. Sauf que pour les enfants stars, c'est souvent les adultes qui prennent les décisions pour eux et ils font tout pour éviter les erreurs. Ça expliquerait beaucoup pourquoi plus tard les stars dérapent et prennent autant de mauvaises décisions. Parce que quelque part, même adulte, il reste toujours un peu des enfants. Alyson Stoner, elle confie que quand elle a arrêté sa carrière, elle avait du mal à mener une vie d'adulte normale, à prendre soin d'elle, mais même de manière basique, genre se brosser les dents, s'habiller. Tout ça parce que durant son enfance de star, des gens s'occupaient de ça pour elle. Ensuite, il y a le problème de l'adultification. Alors, ça se dit sûrement pas, mais en gros, c'est l'idée que même quand les célébrités sont très jeunes, l'industrie les pousse à jouer des rôles d'adultes, à s'habiller comme des adultes, parce qu'on leur donne des responsabilités d'adultes. À un âge bien en dessous de la moyenne, ils expérimentent des choses qui de base sont mauvaises, mais surtout qui sont souvent testées par des personnes bien plus âgées, comme l'alcool
le sexe, la drogue. Ils ont grandi trop vite et ils normalisent un schéma comme si c'était ça, la vie. Et on peut facilement imaginer qu'ils manquent juste de repères, ils ont moins la notion des limites et ils peuvent se sentir tout puissants avec tout ce qui leur arrive. Et si on en revient à Bieber, c'est pareil. Dès ses premiers clips, il jouait un rôle plutôt adulte, celui du séducteur, du lover, tout ça alors qu'il était encore très jeune. Les gens se permettaient tout avec lui et c'est flagrant aujourd'hui. Would you rather have to be naked on stage during one full song or drink a cup of blended worms? Answer Justin Bieber. I have like little girl fans. I can't go. Okay, imagine that. Lors de cette interview, on voit très bien à quel point il n'est pas du tout à l'aise. Et ça se comprend. Eh bien, sachez que cette séquence, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ça a pu aller jusqu'à carrément dépasser certaines limites. Alors certes, c'est Bieber, mais c'est avant tout un enfant. I feel violated right now. Le pire, c'est que tout ça a été banalisé. Et on voit bien que Bieber, il est choqué ou mal à l'aise à chaque fois, et que les gens, juste riaient et ils s'en amusaient. Et c'est pas très drôle de mettre mal à l'aise quelqu'un. Et toute cette sexualisation normalisée, c'est clairement pas quelque chose de sain dans la vie d'un enfant. On a l'impression que les gens veulent juste le faire grandir plus vite, et au final, c'est exactement ce qui arrive. Avec sa vie et le regard que les autres posent sur lui, il n'a tout simplement pas le temps de faire des trucs d'enfant quoi. Explorer, prendre le temps de comprendre ce qu'il aime. Non, il doit directement entrer dans une case, remplir un objectif, satisfaire des critères, et c'est super violent. Alyson Stoner parle aussi de la culture de dire oui dans le milieu des enfants stars. L'idée, c'est que tu dois multiplier les castings, les auditions, les opportunités, parce que tu sais jamais quand tu vas être repéré, décrocher le rôle de ta vie et celui qui va peut-être te faire percer. Et du coup, ça crée des situations qui peuvent juste devenir totalement abusives, car tu n'oses rien refuser. T'es jeune, t'es plein d'ambition, mais peut-être que les adultes vont essayer de s'en servir pour créer une emprise. Et c'est ce qui donne malheureusement lieu à de nombreux abus émotionnels, voire dans les pires cas, sexuels. Plus récemment, ça fait évidemment écho à l'affaire P. Diddy où Bieber est souvent cité comme étant possiblement victime du trafic sexuel pour lequel il est accusé. Si on voulait résumer tous ces points, je dirais qu'en fait, bien souvent les enfants stars n'ont pas d'enfance quoi. Au lieu d'aller à l'école, de jouer avec leurs amis, ils travaillent, on leur demande d'être des adultes trop tôt. Tout ça n'est pas sain et ça crée tous ces foutus problèmes quoi. Mais il y a quand même des enfants stars qui s'en sortent et qui arrivent à mener des vies équilibrées et heureuses tout en continuant d'exercer leur passion une fois adultes. Et c'est quasiment toujours parce qu'ils ont reçu des adultes le soutien dont ils avaient besoin, qu'ils ont eu la chance de tomber sur des bonnes équipes ou d'avoir des parents qui étaient là pour eux. Peu importe l'intention des parents, une situation où l'enfant devient la personne qui gagne le plus d'argent dans la famille, c'est évidemment pas sain et ça donne à l'enfant une responsabilité qu'il n'a pas à avoir. Du coup, Alyson Stoner s'interroge aussi sur ce qu'on devrait mettre en place pour arrêter le massacre des enfants stars. Et il y a deux solutions qui ressortent. La première, c'est de mettre à la disposition des enfants un ou une psychologue, quelqu'un de confiance, mais surtout qui n'est ni payé par la famille, ni par un label, ni par un studio. Et quelqu'un qui n'a que en tête le bien-être de l'enfant, et donc aucun intérêt financier en retour. Eh oui, je sais, c'est compliqué, surtout dans les industries qui brassent comme ça des milliards. C'est un peu utopique, mais c'est ce qu'elle propose. Et vous savez quoi, quand on y pense un peu, c'est juste logique, hein. La deuxième solution est moins concrète, elle est plus globale. Tout ce qu'on a dit sur les enfants stars, on pourrait l'appliquer au sport de haut niveau, ou même à des enfants dans des familles où il faut constamment avoir des bonnes notes à l'école, être bon en sport, etc. L'idée, c'est d'imaginer une société où l'enfant n'est plus uniquement jugé sur ses performances, sur ce qu'il produit, mais sur lui-même et sur comment il se construit. C'est un poil bisounours, je l'entends, mais c'est une réflexion sur comment on traite les enfants en général, la pression qu'on leur met, etc. N'hésitez pas à checker le podcast d'Alyson si vous voulez creuser le sujet, je vous mets un petit lien en description. Voilà, c'est pas une sponsor, c'est vraiment cool. Maintenant, on va reprendre le cours de la carrière de Justin Bieber parce que oui, il a clairement pris cher pendant sa jeunesse, mais sa vie, sa carrière, etc. ne s'est pas arrêtée en 2014. On est fin 2014, Justin décide qu'il ne peut plus continuer comme ça et qu'il doit affronter ses problèmes d'addiction. Il demande de l'aide à un ami pasteur dans le New Jersey et pendant plusieurs semaines, il vit chez lui. Il passe son temps à jouer au basket, au hockey et surtout à se recentrer sur sa foi chrétienne. Ce séjour, c'est un peu sa cure de désintox. C'est la première fois depuis ses 13 ans et donc depuis ses débuts dans l'industrie musicale qu'il s'offre une pause. Et ça lui réussit. Selon une interview qu'il a donnée au magazine Vogue, en 2015, il consomme plus de drogue, il a diminué drastiquement l'alcool, et sa pause lui a fait le plus grand des biens. Sur le plan artistique, tout va repartir également. Début 2015, il pose sa voix sur un titre produit par Jack U, le collectif constitué de Skrillex et Diplo.
Ça s'appelle Where Are You Now? Et franchement, ça tue. La chanson est un énorme succès commercial, et pour la première fois depuis 2012, Justin Bieber réintègre le top 10 du classement Billboard. Musicalement, Where Are You Now est une chanson triste qui parle d'une rupture, et la voix de Bieber transmet parfaitement toute l'émotion qui est liée à ce thème. L'association avec deux monstres de l'électro comme Skrillex et Diplo, ça donne également une légitimité à Justin Bieber qui jusque-là avait du succès, mais qui était resté cantonné à un statut de pop star pour ado, statut qui est en partie responsable aussi de tous les troubles qu'il a pu avoir. Ce son marque donc le début d'un renouveau dans sa carrière. Et d'une certaine manière, c'est pour lui un passage vers un style musical plus mûr, comme un passage à l'âge adulte. Tu vois ce que je veux dire? En novembre 2015, Justin sort un nouvel album studio intitulé Purpose, et bien que chaque chanson ait son propre style, l'ensemble suit la même direction que Where Are You Now, avec des tonalités très électro, une voix plus posée, et des textes bien plus matures. What do you mean? Oh, oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Purpose est un album hautement symbolique pour Justin. C'est pour lui l'album de la remise en question et surtout de la rédemption. C'est aussi un album où Justin va s'excuser, tout d'abord auprès de son public, pour son comportement problématique des dernières années, que chacun peut interpréter à sa manière. Ce changement dans les textes et dans le son s'accompagne également d'un nouveau changement de look, et ses fans de toujours sont séduits par cette nouvelle image qu'il propose. Mais surtout, les tonalités musicales qu'il explore lui donnent accès à un autre public, à des gens qui n'aimaient pas ses sons, qui méprisaient peut-être le Justin Bieber édulcoré des premières heures, et du coup, l'album fonctionne très très bien. Il démarre directement top 1 du Billboard 200, le single What Do You Mean devient le premier titre de Justin Bieber à atteindre ce top 1, et on pourrait penser que tout ça ce sont des moves commerciaux qui sont calculés, etc., une image soigneusement entretenue, que rien n'est laissé au hasard. Alors oui, sûrement à ce niveau, mais après une carrière en tant qu'enfant star avec des chansons très teen pop, puis de nombreux problèmes de drogue ou de vie privée, Justin Bieber est parvenu à se réinventer. I don't know if this is wrong because someone else is telling me that it's wrong, but I feel this, so let me just try my best not to let this happen again. We weren't necessarily put in the best position to make the best decisions. You can't be hard on yourself for it. These were the cards that you were given, so you have to understand that these, that's not who you are. You know you're trying to be the best you can be, but that's all you can do. Niveau drama, il a grandi et donc il s'est assagi. Sa relation avec Selena Gomez continue à faire le yo-yo jusqu'en 2018, où le couple va se séparer définitivement, et en septembre de la même année, il va épouser la mannequin Hailey Baldwin, et aujourd'hui ils ont eu un enfant. Bon, c'est vrai que j'ai dit que Bieber semblait s'assagir, mais c'est pas vraiment le cas. Au festival Coachella de 2025, il a de nouveau montré un comportement qui était inquiétant, où il paraissait encore sous l'emprise de substances. Ces vidéos n'ont pas tardé à relancer des rumeurs, parlant d'une éventuelle rechute dans ses addictions, ou de comportements déplacés, voire inacceptables, qu'il aurait eu envers sa femme. Pour en revenir à sa musique, il va sortir 4 albums après Purpose, Changes en 2020, Justice en 2021, et enfin Swag et Swag 2 en 2025. Globalement, ces 4 albums ont reçu des critiques plutôt mitigées, mais ont quand même plutôt bien marché sur le plan commercial, sauf pour le dernier où ça vient de sortir à l'heure où je tourne cette vidéo. Ah oui, et au fait, vous vous souvenez en début de vidéo, je vous parlais de Billie Eilish. En 2012, la petite Billie, qui avait 11 ans, elle était tellement fan de Justin que ses parents ont failli l'envoyer en thérapie à cause de ça. Depuis, Billie est devenue à son tour célèbre, très jeune, à l'âge de 14 ans. Comme Bieber, elle a dû gérer la surexposition médiatique et les problèmes liés à l'industrie de la musique, tout ça dans le corps d'un enfant, et les deux stars ont collaboré et sont même devenus amis. It was a great moment when you came face to face with Billie Eilish, who, in her own way, dealing with this very, very public explosion of success and of attention. It was so quick. Yeah. What was going through your mind when you saw that kind of reaction? It was hard for me
being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. So if she ever needs me, I'm gonna be here for her. But yeah, just protecting those moments because people take for granted encounters, and I just want to protect her, you know? I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. La carrière de Justin Bieber est un exemple typique de ce que vivent les enfants stars. Ces célébrités qui percent jeunes, trop jeunes, et qui se brûlent les ailes. Ils font face à une industrie sans pitié, à des pressions parentales, à un traitement médiatique horrible, à des paparazzis, à des haters à un âge où ces problèmes ne devraient pas exister dans la vie d'un enfant. Ok, la célébrité ça a des avantages, des inconvénients, mais le harcèlement, le jugement permanent du physique ou la moindre parcelle de vie privée, ce sont des comportements qu'on ne devrait pas normaliser. Et pour le coup, Justin Bieber, il en a vraiment pris plein la gueule. Everybody knows my past now, like my house was always made of glass. Well, maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. And everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. Justin Bieber a su faire preuve de résilience et à se réinventer, autant sur le plan artistique que personnel. Mais il reste avant tout un enfant star qui a eu beaucoup de chance. Et les vidéos et les rumeurs sorties dernièrement rappellent que rien n'est jamais acquis et qu'il pourrait à tout moment retomber dans un comportement problématique, que ce soit pour lui ou pour son entourage. Si vous voulez des exemples tragiques sur des enfants stars, je vous conseille la série Quiet on Set, qui explore les coulisses de la chaîne américaine Nickelodeon entre les années 90 et 2000. Mais accrochez-vous, c'est loin d'être une série comique. How safe can any kids be in that environment? There would be even bigger problems down the line with actual pedophiles on set. These are 3 predators who worked at Nickelodeon, all in a short amount of time. En tout cas, j'espère que tous ces traitements envers les enfants stars vont évoluer, que le regard du public sur eux aussi, qu'on arrivera à avoir une vision moins binaire que de haïr ou idolâtrer, et qu'à l'avenir, on prendra plus en considération leurs témoignages. En tout cas, la vie hyper médiatisée de Justin Bieber pose les bases de nombreuses réflexions, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui. Voilà, ça change un peu, je trouvais ça cool, je trouvais le sujet trop intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, le but étant de pousser nos réflexions sur l'industrie, nos rapports aux artistes, etc. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, ça m'a plu de la faire. Moi je vous remercie. Merci une dernière fois au sponsor de cette vidéo. Pour rappel, il y a un petit lien en description. Abonnez-vous, laissez un petit j'aime, voilà, je ne sais pas quoi vous demander de plus. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne suite de vie, de semaines, de journées. Des bisous.